Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur RTI 1 aujourd'hui dimanche. Journée mondiale du recyclage ce 18 mars. Le recyclage est aujourd'hui un enjeu écologique majeur pour la protection de l'environnement et même pour l'économie mondiale. Le gouvernement invite les Ivoiriens à l'inclure dans leur quotidien. Dans le domaine des infrastructures portuaires, le quai roulier du port autonome d'Abidjan est maintenant opérationnel. Cette infrastructure qui accueille les navires de transport de véhicules fait du port d'Abidjan l'un des plus importants du continent. Et puis les élections présidentielles en Russie, 8 candidats sont en lice dont le président sortant Vladimir Poutine, mais sans plus de suspense puisque 70% des intentions de vote lui sont favorables. Et voilà pour les titres. Bienvenue à tous dans ce 13h sur RTI 1. Nous parlons également ce dimanche des élections sénatoriales ivoiriennes du 24 mars prochain. C'est un scrutin au suffrage universel indirect. Qui peut donc voter? Comment va se dérouler ce vote inédit en Côte d'Ivoire? C'est la commission électorale indépendante qui est chargée d'organiser ces élections sénatoriales. Maître Victoire Allé, secrétaire adjoint et porte-parole de la commission, est avec nous. Bonjour Maître Allé. Bonjour Madame Fofana. Merci d'être avec nous sur le plateau. Nous allons vous retrouver dans une demi-heure pour parler donc de ces sénatoriales du 24 mars. Ce sera dans le magazine du dimanche. À tout à l'heure. La Journée mondiale du recyclage est à sa première édition ce 18 mars. Le gouvernement ivoirien exhorte à un comportement nouveau les acteurs du système de production et de consommation, notamment en incluant le recyclage. Il va permettre de protéger les ressources naturelles. Grâce Kando. La Journée mondiale du recyclage a pour objectif de réduire la production des déchets en privilégiant l'utilisation des matières recyclées et la préservation des ressources naturelles. Il s'agit, pour nous tous, de changer notre regard sur les déchets. Désormais, les matières recyclées doivent être considérées comme la 7e ressource après l'eau, l'air, le pétrole, le gaz, le charbon et les minerais. L'Organisation des Nations Unies avertit que si la croissance mondiale reste aussi gourmande en matières premières issues des ressources naturelles, leur consommation triplera d'ici à 2050. La production quotidienne de déchets solides ménagers et assimilés dans le district d'Abidjan est passée de 2800 tonnes en 2000 à 3800 tonnes en 2018, soit un taux d'accroissement de 35,71%. À cette allure, si nous n'y prenons garde, la production totale de déchets solides ménagers et assimilés du district autonome d'Abidjan sera d'environ 8000 tonnes par jour en 2030. Cela est inadmissible et présente un danger réel pour notre environnement. Sans recyclage, tous nos réfrigérateurs, bouteilles en plastique et en verre, boîtes d'emballage, carcasses de véhicules, pneus usagés, téléphones cellulaires, téléviseurs et bien d'autres objets usagés et jetés contribueront à une augmentation sans cesse croissante de la production de nos déchets. Selon la ministre Anne-Désirée Ouloto, le recyclage s'impose comme solution non seulement pour la gestion des déchets, mais aussi pour la réduction des émissions des gaz à effet de serre, l'amélioration du cadre de vie et la création d'emplois. Le ministre des Transports a inauguré le nouveau quai roulier du port autonome d'Abidjan. Il s'agit du quai qui accueille les navires de transport de véhicules. Cette infrastructure fait du port d'Abidjan l'un des plus importants du continent. Ce quai est la première phase du terminal roulier en cours de construction dans le domaine portuaire. Mamadou Kwasi. Les travaux d'extension et de modernisation du port autonome d'Abidjan portent déjà leurs fruits. Le nouveau quai roulier est désormais opérationnel.
Un acte qui se traduit par l'accueil du premier bateau à ce quai. Ce quai, on l'a fait, il a 14 mètres de tirant d'eau. Il servira pour le roulier. Et le développement de l'économie ivoirienne génère un besoin énorme en termes de véhicules et d'engins de manutention et d'exploitation. Il était nécessaire donc que le port ait en son sein un terminal qui permette de traiter ces éléments-là dans les bonnes conditions. Il n'y a pas que le quai, on avait aussi un terminal roulier dont les espaces ne se prêtaient pas à une telle activité. Vous avez un terminal roulier avec des véhicules qui gardent dans les magasins, qui sont affectés normalement au stockage de certaines spéculations, ce n'était pas adapté. Il y a aussi que la douane aujourd'hui au port d'Abidjan a des activités éparpillées sur plusieurs sites. Vous avez des activités de dépotage un peu partout, ça crée de la congestion, de l'extraportage. Le terminal roulier va permettre d'être consacré spécifiquement à tout ce qui est déchargement des véhicules d'engins dans le port. Ça va libérer les autres espaces. Avec cette nouvelle infrastructure, le port autonome d'Abidjan s'inscrit sur la liste des grands ports africains et devient de plus en plus compétitif. La cérémonie d'inauguration du nouveau quai roulier a été l'occasion pour le ministre des Transports, Amadou Koné, de féliciter les autorités portuaires pour leur détermination à accompagner la politique de modernisation du port autonome d'Abidjan. Le ministre Amadou Koné rassure que le gouvernement va tenir tous ses engagements dans la poursuite des investissements pour le développement des ports ivoiriens. C'est un investissement qui est important et qui s'ajoute à plus de 1000 milliards de francs CFA d'investissement engagés par le président Ouattara donc depuis 2012, pour également que nous soyons davantage compétitifs en termes de port. Donc là, nous avons aujourd'hui un terminal qu'on n'a pas sur la côte ouest africaine en termes de tirant d'eau. Le directeur général du port autonome d'Abidjan, Yacouba Hiensié, s'est félicité de l'avancée des travaux dans les délais, ce qui est la première phase du futur terminal roulier, encore appelé Roro, du port autonome d'Abidjan. À la fin des travaux, cette nouvelle infrastructure s'étendra sur un quai de 500 mètres de long avec 2 postes à quai et un terre-plein d'environ 8 hectares. Il faut rappeler qu'un quai roulier est un quai qui accueille les navires utilisés pour transporter, entre autres, des véhicules. Lutte contre le trafic de drogue, 1 tonne de cannabis saisie dans un domicile dans le village de Modeste sur l'axe menant à Grand Bassam. Un coup de filet de la police des stupéfiants et des drogues. À Boussanogo. C'est le fruit de l'opération menée à Modeste, village à quelques kilomètres de Grand Bassam, par la direction de la police des stupéfiants et des drogues. Exploitant une information de ce qu'un trafic illicite de drogue se passerait sur le littoral, notamment au niveau des plages, une équipe de la police des stupéfiants et des drogues investit le village de Modeste très tôt le matin. Ils finissent par découvrir un domicile qui servait de lieu de stockage de ces produits. En s'y introduisant, ils font une autre découverte. Environ 1 tonne de cannabis prête à être écoulée sur le marché de Grand Bassam et d'Abidjan, ainsi que des graines de cannabis. Interpellé, le propriétaire des lieux conduit la police chez son dealer. Le 3e membre du groupe a lui réussi à s'enfuir. Nous voulons lancer un appel vraiment pressant aux populations. Il faudrait que tous nous impliquons pour que le phénomène de drogue soit purement éradiqué en Côte d'Ivoire. Nous sommes vraiment engagés dans cette lutte-là. Pour la période du 9 mars au 16 mars, la direction de la police des stupéfiants et des drogues, sous la houlette du directeur général de la police nationale et la directrice générale adjointe chargée de la police judiciaire, a saisi 1 tonne et demie de cannabis. Outre cette prise, la police des stupéfiants et des drogues a également saisi 1 tonne 300 de produits pharmaceutiques non enregistrés et 10 kg de tramadol à Adjamé Roxy. La plupart dissimulés dans des cartons cachés aussi du cannabis. La direction de la police des stupéfiants et des drogues entend poursuivre son action afin de faire reculer le phénomène de la drogue. Autonomisation de la femme au siège des Nations Unies à New York, en marge de la 62e commission de la condition de la femme, une rencontre sous-régionale sur le karité. Avec le Burkina Faso et le Mali, la Côte d'Ivoire veut créer un cadre de collaboration en vue de la professionnalisation de la filière karité. Ami Sissoko. Aller en rang serré pour défendre une seule position africaine, celle de l'autonomisation des femmes et filles en milieu rural. C'est l'objectif des ministres africains du genre et de la condition féminine. 1 mois après Addis Abeba en Éthiopie, une autre réunion pour réviser les conclusions et consolider la position africaine. Le comité technique spécialisé, composé de ministres de l'Union africaine chargés des questions du genre et de la condition féminine, réunis à la mission permanente de l'Union africaine à New York.
19 points à passer en revue, entre autres l'éradication de la pauvreté, la faim, la malnutrition, la promotion de la santé sexuelle et reproductive des femmes, le développement des opportunités avec pour objectif leur autonomisation économique. Il n'y avait pas beaucoup de choses à ajouter parce que le gros du travail avait été fait à Addis Abeba. On a pu intégrer quelques amendements et nous avons finalement adopté le document qui va être transmis au bureau de la 62e session de la condition de la femme pour que notre position commune de l'Afrique soit bien intégrée dans le document final. En attendant l'adoption de toutes les revendications, un constat, les femmes représentent plus de 50% de la population africaine. Parmi elles, 80% résident en zone rurale. 60% d'activités de ces femmes, notamment dans les secteurs agricoles et informels, sont mal rémunérées. Nos projets qui concernent l'autonomisation de la femme doivent donc tenir compte du milieu agricole, des activités dans le monde agricole, des activités concernant les ressources animales, des activités concernant l'artisanat. Voici essentiellement ce que nous devons faire et orienter donc nos projets d'autonomisation en faveur des femmes qui exercent dans ces différents domaines. En Côte d'Ivoire, la population féminine vivant en milieu rural est estimée à 67%. De nombreux défis à relever pour l'épanouissement des femmes rurales. Environ 2 semaines d'échanges aux Nations Unies pour trouver une solution à la situation précaire de la femme rurale. Avant cette réunion consultative, la ministre Maria Toukone a rencontré des responsables des institutions spécialisées dans le domaine du genre et de la paix, notamment le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie et la directrice exécutive de l'ONU Femmes. À Bandoukou, dans le Gontougo, on parle aussi d'autonomisation au féminin. Le conseil régional mobilise 150 millions de francs CFA afin d'appuyer les femmes et aussi les jeunes. 300 personnes ont reçu leur chèque. Ils vont leur permettre de démarrer ou de booster leurs activités économiques. Mamadou Kwasi. Morik Bané, vendeur de café, exerce cette activité depuis quelques mois dans la ville de Bandoukou. Une activité informelle qu'il mène après la vente d'accessoires de téléphones portables. Avec le temps, il était un peu dur par rapport à les téléphones, que ça ne marche plus. Ouais, avec le café, à chaque moment, les gens ont besoin du café coupé. C'est 100 francs, on peut s'en sortir un peu. On cherche à développer le coin. Mori n'est pas le seul à vivre cette situation. Ils sont nombreux, ces jeunes et ces fans de la région de Gontougo, qui attendent des financements de projets. Un cri de cœur entendu par le conseil régional. Cette institution de développement met à la disposition des jeunes et des femmes 150 millions de francs CFA. Et pour cette première phase, ce sont 300 bénéficiaires qui ont reçu les chèques des mains des ministres Maria Toukone et Kobena Kwasi Adjoumani. Les membres du gouvernement ont invité les bénéficiaires à rembourser dans les délais afin de permettre à d'autres femmes et jeunes de pouvoir en bénéficier. Les fonds vont leur permettre vraiment de disposer d'un minimum pour faire face à leurs besoins quotidiens. Donc c'est sûr que ça va aider beaucoup. Les fonds partent de 200 000 à 1 million de francs. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité félicite le conseil régional du Gontougo pour ses efforts dans l'amélioration des conditions de vie de la gente féminine. C'est une chaîne de solidarité qui a été tissée par le conseil régional du Gontougo. Il ne faut pas que cette chaîne se brise. Alors qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est continuer, bien sûr, bénéficier du fruit de leur travail, mais rembourser cet argent qu'elles ont obtenu à moindre coût, 5%, afin que d'autres personnes puissent bénéficier et donc être dans la chaîne de solidarité qui ne doit pas s'arrêter. Les bénéficiaires ont promis de faire un bon usage de ces dons. Le président du conseil régional du Gontougo, Ignace Kosonou Kwasi, soutient que la politique d'assistance aux femmes et aux jeunes va se poursuivre afin de lutter efficacement contre la pauvreté. Mais la jeunesse, c'est l'avenir de l'humanité. Les femmes aussi, quand elles entreprennent, mais elles réussissent souvent plus que certaines autres personnes. C'est pourquoi nous avons pensé aux femmes, elles souffrent trop. Et nous pensons qu'avec ces moyens-là, elles pourront se prendre en charge et elles pourront prendre en charge leur famille. En plus de ce don, des projets communs générateurs de revenus sont mis en place dans les villages de la région de Gontougo pour apporter un mieux-être aux jeunes et aux femmes. Dans 4 mois, Abidjan va abriter une foire du Made in Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une plateforme de promotion des produits issus des unités de transformation. Le ministère ivoirien du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME a lancé la toute première édition. Francis Boifo. Si la culture ivoirienne est très connue à l'étranger dans les 5 continents,
des produits artisanaux et ceux issus des unités de transformation locales, ainsi que des services ne le sont pas. La foire du Made in Côte d'Ivoire, FOMCI, qui se tiendra du 25 juillet au 5 août prochain à Abidjan, se propose de remonter la pente. Notre objectif, en fait, c'est d'accompagner cette stratégie en donnant de la visibilité à tous ces produits qui sont fabriqués sur le territoire ivoirien. Donc la FOMCI est une opportunité pour toutes ces structures-là de valoriser leurs produits pour que le label Made in Côte d'Ivoire soit déjà consommé au niveau domestique, c'est-à-dire par les Ivoiriens, par les populations vivant en Côte d'Ivoire, et que le label Made in Côte d'Ivoire également puisse être exporté sur l'ensemble des 5 continents. Des espaces seront réservés aux grandes, petites et moyennes entreprises avec des prix étudiés. 75 000 francs CFA pour l'inscription et 160 000 francs CFA le mètre carré selon les organisateurs. Après avoir fait un benchmarking par rapport aux différentes foires au salon de même envergure qui sont organisées au niveau de la sous-région. Donc ce sont des prix qui sont compétitifs. Le ministère en charge de l'artisanat prendra des dispositions pour subventionner la participation des artisans, je veux dire, au cours de cet important salon. Plateforme d'échange entre opérateurs économiques, consommateurs nationaux et internationaux, la foire du Made in Côte d'Ivoire, FOMCI, la première du genre, vise l'accès à un marché de plus de 220 millions de consommateurs. Des produits Made in Côte d'Ivoire ont été mis en avant au Salon international de l'agriculture de Paris. À ce rendez-vous du donner et du recevoir pour prendre le pouls des innovations et mieux orienter l'action agricole, la Côte d'Ivoire était à sa 6e participation. Quel bilan après la fin de la rencontre? Noël Niagno. Salon de l'agriculture Paris-Versailles. Cela fait 55 ans que ça dure. Une fois l'an, les Français se réconcilient avec leur agriculture à dominance production animale. 4050 animaux, plus de 360 races. Pour l'édition 2018, ce fut un succès. 670 000 visiteurs. Ce chiffre reste cependant inférieur au record de 2014, 702 000 visiteurs. Le Salon de l'agriculture, c'est aussi une plateforme de rencontre des professionnels, des chercheurs, des décideurs, des politiques. Un rendez-vous du donner et du recevoir. À chaque fois que vous participez à un salon ou même à toute autre manifestation de ce genre, vous en repartez un peu plus enrichi. Parce que vous avez gagné avec les autres qui ont aussi gagné avec vous. 2012-2018. Voici 6 ans que les acteurs du secteur agricole ivoirien au sens large de la gouvernance Alassane Ouattara vont à cette rencontre multidimensionnelle. Qu'ont-ils obtenu? Qu'ont-ils donné? Et quels sont les impacts sur l'évolution du secteur agricole ivoirien? Un premier constat, il a fallu s'acclimater. Je peux dire que notre participation est montée en puissance. Je veux dire à partir de 2015, 2016 et 2017. Parce que sur les précédentes années, nous avons bien sûr participé au salon, mais tout ça était un moment pour nous de nous imprégner de l'environnement du salon et ce qui nous a permis de relancer sur de nouvelles bases le salon d'Abidjan lui-même. La prudence de l'agriculteur observée, le programme national d'investissement agricole, la relance du Sahara et l'amélioration de la visibilité de la Côte d'Ivoire, sans oublier les échanges en tout genre, sont les premières semences mises en terre dans la ferme parisienne. Les résultats, le Sahara, le salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan est relancé et le succès est au rendez-vous sur les 2 éditions, 2015 et 2017. Le PENIA, programme d'investissement agricole vendu aux investisseurs en 2015, a reçu l'aval des privés à travers leur participation au lancement, mais aussi par le niveau de ressources mobilisées. Les acquis sont réels. La croissance économique du pays sur 2017 a été tirée essentiellement par le secteur agricole. C'est un rapport de la Banque mondiale qui le dit. C'est l'impact du programme national d'investissement agricole de première génération. Fort de cette performance, la participation à l'édition 2018 du Salon a eu pour point d'orgue le programme national agricole de 2e génération. L'accueil est visiblement au rendez-vous. 2 heures durant, les investisseurs ont suivi les déclinaisons de ce programme avec une innovation, l'approche agropolaire. Si vous prenez une spéculation donnée, il y a une multitude de contraintes à lever avant la production et il y a une multitude de contraintes à lever pendant la production
Et il y a une autre multitude de contraintes à lever après la production, c'est-à-dire jusqu'à l'accès au marché. Et c'est pour adresser toutes ces contraintes que nous les invitons dans un espace géographique donné et nous nous assurons que les infrastructures sont adéquates, qu'elles sont à niveau, qu'il y a une disponibilité de semences, il y a une disponibilité d'eau, il y a une disponibilité de main-d'œuvre qualifiée et bien sûr il y a des magasins de stockage, il y a aussi des unités de transformation de ces produits-là. Les nombreux participants ont salué l'initiative. Le bémol réside dans l'absence d'engagement du secteur financier. C'est qu'aucune banque ne veut émettre d'instruments bancaires. Or, si on veut développer une économie au niveau international, il faut que les banques puissent émettre des instruments bancaires, puissent suivre les paysans, les producteurs, les grossistes, les distributeurs, etc. Les partenariats signés, le passage de l'espace boutique à la boutique du paysan compte au nombre des acquis à inscrire en lettres d'or pour ces 6 années de participation au Salon de Paris. La Côte d'Ivoire veut un secteur de la formation professionnelle performant et pointu pour sa jeunesse. Une délégation ivoirienne est à Paris pour le Salon de la formation professionnelle. Elle va s'inspirer du modèle français en la matière. Sephora Zegui et Patricia Omoetia. Une délégation du secrétariat d'État ivoirien chargée de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, conduite par Mamadou Touré, séjourne depuis le 14 mars dernier à Paris. Le prétexte, le Salon de l'enseignement professionnel de France. Un rendez-vous des acteurs du numérique pour l'éducation qui va permettre à la Côte d'Ivoire d'appréhender les différentes évolutions au niveau technologique qui pourraient intéresser le pays dans sa quête de réforme du système d'enseignement technique et professionnel. Vous savez que notre pays est en pleine réforme et que nous avons dans notre stratégie une volonté de remise à niveau de notre dispositif de formation professionnelle. Ce salon nous offre l'opportunité de voir les différentes évolutions au niveau technologique et qui pourraient intéresser nos établissements. Nous avons vu quelques centres, nous avons vu des choses qui pourraient nous intéresser. Il s'agit maintenant, au-delà du salon, d'avoir des discussions plus poussées, notamment avec les responsables de Didalab, pour préciser nos besoins et surtout voir comment, en fonction de nos référentiels, adapter donc le matériel à nos besoins. C'est un événement pendant lequel les visiteurs assistent à des débats, des conférences, des découvertes et participent à des réunions de travail autour du numérique éducatif. Mamadou Touré, en marge du salon, a visité les locaux du Centre de formation industrielle d'Orly et se dit intéressé par un futur partenariat entre la Côte d'Ivoire et la France pour un partage d'expériences. Restons à Paris pour une autre rencontre internationale avec cette fois le livre en vedette. Le Salon du livre de Paris, débuté le 16 mars, réunit les professionnels et les acteurs du livre. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous littéraire international. Le pays préside le pavillon africain avec pas mal d'auteurs, d'écrivains et d'éditeurs du continent. Franck Quadio. Exposition, présentation, forum. Le livre dans tous ses états à Paris, au Salon du Livre. Le Salon du Livre de Paris est le 3e plus grand salon du livre au monde, après Francfort et celui de New York. Et en venant au Salon du Livre de Paris, qui est le plus important du monde francophone, la Côte d'Ivoire fait entendre sa présence au sein de la francophonie et la Côte d'Ivoire assure son leadership en sa qualité de pays du livre dans le monde africain. La Côte d'Ivoire est bien présente à ce rendez-vous. Le pays préside depuis 2017 le pavillon africain. Aujourd'hui, avec le pavillon dont la Côte d'Ivoire assure la présidence, tous les acteurs du livre africain ont la possibilité de faire entendre leur voix. Des auteurs, éditeurs et professionnels du livre venus de plusieurs pays africains, dont le Gabon et le Sénégal, Aminata Soufal, auteur bien célèbre de La Grève des Batous, à la rencontre des lecteurs. Moi j'écris. Ma fonction c'est d'écrire. Je ne sais pas, le destin du livre on ne sait jamais, n'est-ce pas? Bon, je sais que depuis très longtemps mes livres sont au programme en Côte d'Ivoire, je m'en réjouis. De la littérature francophone venue d'Europe et même d'ailleurs, il n'est pas rare de croiser au détour d'une conférence des auteurs tels Henri Lopez. Il y a aussi en supplément l'Afrique du Sud, invité spécial du pavillon africain,
et la Russie, pays invité d'honneur du Salon du Livre, des visiteurs venus de divers horizons, certains renouant par le livre les liens avec l'Afrique, d'autres portant certaines causes. Je trouve qu'il y a une littérature africaine qui est d'une grande diversité et aussi d'une grande fraîcheur. Nous sommes là aujourd'hui pour déjà approcher nos écrivains africains parce que les livres que nous avons donnés étaient des livres d'écrivains européens. Le livre, mais aussi l'ambiance autour du livre, on l'appellera Black Jack, slasher, c'est-à-dire agitateur d'art. Il a aussi son approche du combat par les lettres. Je cumule plusieurs activités artistiques. Je suis donc auteur de livres, musicien, et puis je suis aussi photographe. Lancé depuis 1981 par la Société nationale d'édition, le salon, devenu en 2016 à Livre Paris, met cette année à l'honneur les auteurs étrangers du premier plan. Massa 2018, le rideau s'est refermé sur le marché des arts du spectacle d'Abidjan ce samedi 17 mars. Une semaine de spectacle, plus de 1000 artistes. Abidjan a été 7 jours durant la plaque tournante des arts vivants dans le monde. Serge Coléa. Bilan satisfaisant pour le directeur général du Massa. La 10e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan a permis aux artistes de nouer de nombreux contacts. Au moins 67 intentions de contrat officiellement enregistrées. Le marché a pu assurer l'essentiel des spectacles, showcase, rencontres professionnelles et tables rondes annoncées. Le professeur Yacouba Kounaté a félicité tous les acteurs et partenaires de l'événement. Pour le ministre de la Culture, le Massa se bonifie au fil des ans. 25 ans après la première édition, la Côte d'Ivoire peut se réjouir d'avoir maintenu la flamme. Les portes du Massa vont définitivement se refermer dans la soirée de ce samedi 17 mars. Au menu, un concert Zouglou. Le sport Ma Santé, c'est une initiative pour promouvoir la santé et la cohésion entre travailleurs. Elle vient des directeurs et chefs de service en poste à Yamoussoukro. La rencontre de ce samedi avec Léon Brou. Étirements et autres exercices physiques avec le coach Roselyn Brou, puis les directeurs et chefs de service de Yamoussoukro aptes pour la marche. 8 km à pied, certains pour renouer avec le sport, d'autres pour s'y essayer. Tous pour promouvoir une idée commune, se maintenir en bonne santé pour l'atteinte des objectifs professionnels. Un élan pour contribuer à l'édification de la Côte d'Ivoire émergente. J'exhorte tout le monde à venir marcher. La marche, c'est un sport pour tous les âges. Qu'on soit petit, grand, femme, vieillard, on peut marcher. On fait tout avec le corps. C'est comme une voiture qu'on repose pendant 20 ans. Lorsqu'elle met cette voiture en marche, elle ne peut pas marcher parce qu'elle est ruée. C'est comme ça aussi le corps humain. Au-delà donc de ces bienfaits individuels, il y a cette cohésion pour que nos résultats, le résultat que la Côte d'Ivoire attend de nous, soient meilleurs dans tous les différents compartiments. Santé et cohésion sociale par le sport, l'idée de la conférence des directeurs et chefs de service a sonné la mobilisation de tous les corps de métier de Yamoussoukro. Le sport, c'est la santé. Ça nous permet de dégraisser pour nous qui sommes vraiment en chair. C'est aussi un facteur de rapprochement, on se fait des amis et tout ça. Les activités sont ouvertes. Tous ceux qui sont encore en retrait, je leur demande de rejoindre les différents groupes. Sport Ma Santé, cette journée sportive va se tenir chaque mois à compter de cette cérémonie pour son lancement. Engagement de la conférence des directeurs et chefs de service qui y invite toutes les populations. Objectif, santé et cohésion sociale dans la capitale politique. Dans l'actualité internationale, 107 millions d'électeurs russes appelés à désigner le successeur de Vladimir Poutine pour les 6 prochaines années. Mais sans plus de suspense, puisque 70% des intentions de vote lui sont favorables, il entend briguer un 4e mandat présidentiel. 7 candidats sont en lice face à lui. Les élections sénatoriales en Côte d'Ivoire, c'est ce 24 mars, dans tout juste quelques jours. C'est une première dans le pays. Beaucoup de questions donc. Comment les choses vont se dérouler? Quelles seront les différentes étapes?
Qui peut voter? Comment voter? Et la mieux indiquée pour répondre à ces interrogations, c'est la commission électorale indépendante. Elle a la charge de l'organisation du scrutin. Maître Victoire Allé, secrétaire général adjoint et porte-parole de la commission. Rebonjour, Maître Allé. Bonjour, Madame Fofana. Alors, le vote, c'est le 24 de ce mois, mais la commission prépare depuis un bon moment ce scrutin. Eh bien, nous allons en parler, mais tout juste avant, un sujet signé Konaté Moussa. Le Sénat, chambre haute du Parlement ivoirien tel que stipulé par la nouvelle constitution de novembre 2016. L'institution sera composée de 99 membres, dont les 1 tiers seront nommés par le président de la République et les autres seront élus. Les dépôts de candidatures pour les élections sénatoriales, prévues le 24 mars prochain, se sont ouverts le 23 février. 11 jours après, les premiers candidats se signalent. Le lundi 5 mars, la Commission électorale indépendante CEI enregistre 2 dossiers issus de listes indépendantes. Le ton est ainsi donné 4 jours suivants, soit le vendredi 9 mars, date limite de réception des candidatures. Le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, dépose 33 listes pour 31 régions et 2 districts. Des listes produites suite à de longues tractations entre les différents groupements politiques de cette coalition au pouvoir. La CEI a enregistré 58 listes pour un total de 116 candidats. La campagne est fixée du 19 au 22 mars. Les électeurs, essentiellement les conseillers municipaux, régionaux et de districts, ainsi que les députés, environ 7000 personnes, vont donc se rendre dans les 35 bureaux de vote pour élire les 66 sénateurs au suffrage universel indirect. Voilà, nous allons donc aborder point par point ce qui vient d'être dit dans ce reportage. Alors dites-nous déjà, Maître Allé, qui peut être sénateur? Qui peut être sénateur? Donc, qui peut être candidat, qui pouvait être candidat? Absolument. Voilà, tout Ivoirien, âgé de 35 ans révolus à la date de l'élection, résidant effectivement dans la circonscription électorale choisie. Donc voilà, qui peut être ivoirien et qui a la qualité d'électeur. D'accord, on va revenir à cette qualité d'électeur. Combien de candidatures la CEI a reçues puisque les dépôts de candidatures sont bouclés? La CEI a reçu 61 dossiers de candidature. Elle en a retenu 58 et donc en a rejeté 3. 3 dossiers. C'est un scrutin universel indirect. Qu'est-ce que cela veut dire? Qui peut effectivement voter? Qui peut voter? Ce sont les élus. Le collège électoral ici est bien précis. Le scrutin est universel. Tout citoyen participe au scrutin, mais pas directement comme il l'a fait pendant l'élection du président de la République ou pendant l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Le citoyen vote à travers les élus. Donc, le collège électoral est composé des députés, des conseillers de district élus, des conseillers régionaux et des conseillers municipaux. D'accord, c'est la composition donc du collège électoral. Combien d'électeurs sont recensés alors pour ce vote? Nous sommes à 7000, environ 7000, voilà, environ 7000 électeurs. Et quelles sont les pièces que ces électeurs vont devoir présenter? Est-ce que ce sera la carte habituelle, la carte d'électeur? Non, pour ce scrutin ou pour ces électeurs précis, il n'y a pas de carte d'électeur. L'électeur présentera le jour du scrutin sa carte nationale d'identité ou sa carte professionnelle, la carte professionnelle liée à son mandat électif. Sur la liste électorale, le mandat est mentionné. S'il est député, s'il est conseiller de district, s'il est conseiller régional et s'il est conseiller municipal, il présentera, s'il ne détient pas sa carte nationale d'identité, il présentera sa carte professionnelle. C'est l'une des 2 pièces. Ce n'est pas les 2 pièces à la fois. Il peut présenter la carte nationale d'identité ou la carte professionnelle. D'accord. Alors, vous avez parlé de scrutin, de vote indirect. Dites-nous pourquoi ce choix, pourquoi l'électeur lambda ne peut pas glisser son bulletin dans l'urne? C'est le mode de scrutin qui a été choisi. Qu'est-ce qui l'a motivé? Les motivations se trouvent dans la Constitution. C'est un choix qui a été fait. Voilà. Que ce soit un collège précis qui puisse voter. Les élus donc.
Avant de parler du déroulement à proprement dit du vote, la campagne démarre demain. Comment est-ce que cette campagne va se passer, sachant que seuls les maires, députés ou encore conseillers régionaux, municipaux sont concernés? La campagne démarre effectivement demain, le 19 mars, et prendra fin le 22 mars. Et la commission électorale indépendante n'établit pas ou ne fait pas le programme de campagne des candidats. Le candidat avisera lui-même et saura comment faire campagne. La commission électorale indépendante a l'obligation de superviser la campagne. Mais ce qu'elle peut dire, c'est un scrutin spécial. Le corps électoral est spécifique et donc il faudra adapter la campagne à ce corps électoral. Absolument. Alors, comment va se dérouler donc la journée du 24 mars, le jour même du scrutin? Le jour du scrutin, c'est la même chose que d'habitude. Rien n'a changé. L'électeur se présentera dans le bureau de vote. Le président du bureau de vote vérifiera ses doigts pour s'assurer qu'il n'y a pas de traces d'encre et qu'il n'a pas déjà voté. Ensuite, on vérifiera son identité au moyen de sa carte nationale d'identité ou de sa carte d'électeur, comme je l'ai dit tantôt. Le secrétaire du bureau de vote lui remettra un bulletin. C'est un bulletin unique où les listes de candidats figurent, où la liste des candidats figure, c'est selon s'il y a une seule liste dans une circonscription électorale. L'électeur prend le bulletin, il va dans l'isoloir parce que le vote est secret, il fait son vote, il revient mettre son bulletin plié dans l'urne, il émarge quand il a voté et on lui met l'encre sur le doigt, l'encre contenue cette fois non pas dans le flacon comme on en a l'habitude, mais c'est un stylo à encre indélébile. Une des innovations pour ce vote? Tout à fait. Voilà. On continue on marquera l'encre. Voilà, on marquera le doigt de l'électeur qui a voté et il a fini de voter. D'accord. Alors, quels sont les lieux de vote? Combien de bureaux de vote on compte dans le pays? Chaque région et chaque district autonome est une circonscription électorale. Et donc, le scrutin aura lieu dans toutes ces régions-là et dans les 2 districts. Donc, il y a un lieu de vote dans chaque région. Cela fait 31 lieux de vote pour toutes les régions. Et puis, un lieu de vote dans le district de Yamoussoukro. Et puis, un lieu de vote, de toutes les façons, ça fait 33 lieux de vote. Oui. Mais les bureaux de vote, il y en a 35 parce qu'à Abidjan, il y a 3 bureaux de vote. D'accord, 35 donc, lieux de vote en tout. Quels sont les horaires d'ouverture de ces bureaux? À partir de quelle heure les votants peuvent se présenter pour effectivement voter? Le scrutin s'ouvre à 8 h et il prend fin à 17 h. À 17 h. Alors après cette journée-là, en combien de temps on peut espérer avoir des résultats puisque l'électorat est bien ciblé? L'ordonnance ne donne pas de délai à la commission électorale indépendante pour proclamer les résultats. Mais évidemment, pour 35 bureaux de vote, nous ne mettrons pas plus de temps que pour l'élection du président de la République ou l'élection des députés à l'Assemblée nationale où il y avait plus de 20 000 bureaux de vote. Donc nous devons donner les résultats dans un délai nettement plus court. Nettement plus court, mais on ne sait pas encore le nombre de jours. Hein. Ça sera dans l'attente? Ça se fera très rapidement, madame. D'accord. Alors après le vote, donc, quelle sera la suite? Après qu'on ait dépouillé les bulletins, après qu'on ait connu le résultat, c'est quoi la suite? Après la proclamation des résultats, la commission électorale transmettra les dossiers au Conseil constitutionnel pour le contentieux. Elle aura fini de proclamer ses résultats et transmettra les résultats et les documents nécessaires au Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection. En cas de contentieux, bien sûr. Tout à fait. Dans le cas contraire, ce sera les résultats définitifs. Tout à fait. Merci donc, Maître Victoire Allé, secrétaire adjoint et porte-parole de la Commission électorale indépendante. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous tous de nous avoir suivis et surtout passez un très bon dimanche.